La tristesse ne prévient ni ne demande la permission. Elle apparaît, s'installe et peut te laisser sentir que tout ce que tu fais n'a aucun sens. Peu importe qui tu es ou combien tu as accompli, personne n'est exempt de ce poids silencieux qui te fait douter de toi-même, te paralyse et te vole ton élan. Pour beaucoup, la réaction automatique est de la rejeter, de la cacher ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, comme si l'ignorer la faisait disparaître. Mais ce déni ne fait que multiplier le poids, transforme la douleur en un mur et pire encore, te rend prisonnier de tes propres émotions. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une chirurgie sans anesthésie. Il ne adoucit pas la réalité, il l'expose. Il dit avec brutalité que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais ce que tu en fais. Que la différence entre sombrer et en sortir plus fort réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter chaque coup. Personne ne va te sauver de ta tristesse, c'est la vérité inconfortable. Et tant que tu ne reconnais pas que la responsabilité de ton état émotionnel t'appartient, tu continueras à répéter le même cycle. La douleur peut être un maître ou une condamnation, et cela dépend de toi. Il ne s'agit pas d'éliminer la tristesse, mais de transformer la manière dont tu l'affrontes. Si tu cherches des formules magiques, il n'y en a pas. Mais il existe des outils et des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être esclave de ce que tu ressens et commencer à construire de la joie, même au milieu de la difficulté. Ce que tu ne transformes pas, tu le répètes. C'est ici que commence le véritable entraînement. Moins d'excuses, plus d'action consciente. 1. Redéfinis ta relation avec la tristesse. La tristesse ne va pas disparaître simplement parce que tu l'ignores ou parce que tu te dis que tu es fort. Il ne suffit pas de se distraire ni de la déguiser en indifférence. La plupart des gens fuient leur tristesse, la cachent sous le tapis de la routine, espérant que le temps fasse le sale boulot. Mais le temps ne guérit pas ce que tu refuses de regarder en face. Alors, arrête de te mentir. Ta relation avec la tristesse est ta responsabilité. Personne d'autre ne va la guérir pour toi, ni te sauver de cette inconfortable situation que tu évites tant. Chaque fois que tu te justifies en disant que c'est comme ça la vie ou que personne ne me comprend, tu t'enchaînes un peu plus à ce poids émotionnel et tu transformes la tristesse en une habitude, en une excuse pour l'inaction. C'est dur à admettre, mais souvent tu préfères rester dans la douleur connue plutôt que d'oser la transformer. Le victimisme est confortable, mais il te vole ta dignité. Accepter la tristesse ne signifie pas se rendre ni se résigner. Cela signifie décider de ce que tu vas faire avec ce que tu ressens et cesser d'agir comme si tu étais un spectateur passif de ta propre douleur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Arrête de te demander pourquoi cela t'arrive et commence à te demander ce que tu vas construire avec ce qui t'arrive. Chaque émotion négative est un signal qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention, et si tu la caches ou la nies, tu alimentes un mécanisme mental qui te sépare de ta propre force. La tristesse est une alarme, pas une condamnation. Il te revient de redéfinir ce lien, cesser de la voir comme un fardeau éternel et commencer à la comprendre comme une opportunité d'ajuster ta façon de vivre, de penser et d'agir. Ne tombe pas non plus dans le piège bon marché de croire que ressentir de la tristesse te rend plus profond ou spécial. Ce romantisme ne fait que perpétuer l'idée que la souffrance est ton identité. La tristesse peut t'apprendre, mais seulement si tu as le courage de l'affronter sans embellissement ni drame. Il faut une honnêteté brutale. Reconnais ce que tu ressens, nomme-le, cesse de le cacher et prends des décisions inconfortables. Je ne suis pas ma tristesse. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu te relies à tes états internes. Si tu permets à la tristesse d'être ton filtre, tu déformes tout ce que tu vois et fais. Si tu l'affrontes et apprends ce qu'elle vient te montrer, tu reprends le contrôle sur ton énergie et ta direction. Cesse d'attendre que l'humeur revienne par magie. Le premier pas est toujours de redéfinir la narration interne. La tristesse n'est pas la fin, c'est un tournant. Ta vie ne s'améliore pas si tu continues à alimenter des pensées défaitistes. Elle s'améliore lorsque tu assumes la responsabilité de réinterpréter ce que tu ressens.
Personne ne va faire ce travail pour toi. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de négocier avec tes excuses et choisis avec fermeté une nouvelle norme pour ton bien-être émotionnel. Ne te contente pas de survivre. Tu mérites d'avancer, mais seulement si tu le décides par des actes, pas par des désirs. 2. Choisis consciemment comment tu interprètes ce qui se passe. Tu te réveilles avec l'estomac noué parce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier ou de l'inquiétude que tu as pour demain. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir et là, c'est là, cette sensation que la journée commence en pente. Tu commences à passer en revue mentalement tes tâches, les mots qu'on t'a dit, les choses qui se sont mal passées, et sans t'en rendre compte, ton humeur est déjà conditionnée. Tu ne te demandes pas pourquoi tu te sens ainsi. Tu l'acceptes simplement comme le fond de ta journée, comme si la tristesse était un mur inévitable. Mais personne ne t'a appris qu'entre ce qui se passe et ce que tu ressens, il y a un espace que l'on appelle interprétation. Et cet espace t'appartient. Personne ne peut l'occuper à ta place. Ce que tu en fais détermine si aujourd'hui tu te noies ou tu te relèves. Si tu laisses ton esprit fonctionner en automatique, tu vas vivre en filtrant la réalité à travers le prisme de tes anciennes douleurs. Chaque mot d'autrui, chaque geste, chaque souvenir passe par un mécanisme qui décide si tu le prends comme une offense, une défaite, une confirmation de tes peurs ou une opportunité de grandir. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce processus, et ainsi, jour après jour, ils renforcent le même schéma. Tu vois ce que tu t'attends à voir, tu ressens ce que tu crois mériter, et tu répètes l'histoire qui te convient le mieux pour justifier ton état actuel. L'interprétation n'est pas neutre, c'est un investissement d'énergie. Tu passes ta vie à croire que tu réagis à ce qui t'arrive, alors qu'en réalité, tu réagis à ce que tu penses de ce qui t'arrive. Et cette nuance change tout. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir de pierre. Il te parle de liberté, liberté de décider comment tu comprends ce qui t'arrive, même au milieu de la douleur. Tu peux choisir si un échec est un signe que tu ne sers à rien ou une opportunité d'ajuster ta trajectoire. Tu peux décider si une perte est le début de la fin ou le commencement d'une nouvelle étape. Chaque fois que tu choisis consciemment comment interpréter un fait, tu diminues le pouvoir de la tristesse automatique et tu récupères un peu de contrôle sur ton humeur. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle mental, la vie va te traîner selon le climat émotionnel du jour. Mais si tu assumes le coup de penser différemment, tu deviens le protagoniste de ton propre processus. Je ne te demande pas de te mentir ni de peindre tout en optimisme forcé. Je te demande d'observer avec une brutalité honnête quelle histoire tu te racontes et si cette histoire te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites. La tristesse, souvent, ne vient pas de ce que tu perds, mais de l'interprétation rigide et fataliste que tu choisis sans t'en rendre compte. Ce qui se passe est une chose, ce que cela signifie pour toi en est une autre. Et là se trouve le pouvoir. Tu peux toujours réécrire le sens. Choisis encore et encore le sens que tu donnes à ce que tu vis. Personne ne peut te ravir cette liberté. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Change ton interprétation et ta réalité changera. 3. Entraîne ton attention dans le présent. Je reconnais que mon esprit a tendance à fuir le présent comme quelqu'un qui veut éviter de regarder une facture impayée. C'est inconfortable de l'admettre, mais j'ai cette tendance automatique à ressasser ce qui ne s'est pas bien passé, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, ou à porter des scènes anciennes comme s'il s'agissait d'une sorte de dette émotionnelle que je n'ai pas encore réglée. Mon attention, sans discipline, se disperse. Une partie reste coincée dans ce que je ne peux pas changer du passé, une autre se projette dans des scénarios imaginaires de l'avenir, et ce qui reste pour le présent n'est qu'un fragment d'énergie, toujours insuffisant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, ni une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'années d'habitudes mentales mal entraînées. Cela fonctionne comme un réflexe. Face à la douleur, à l'ennui ou à l'inconfort, l'esprit s'enfuit vers ce qu'il pense être un soulagement. Mais en réalité,
cela ne fait que retarder la confrontation réelle avec ce que nous devons vivre maintenant. Si tu prends le temps d'analyser cela, tu verras que la tristesse se nourrit précisément de cette fuite de l'attention. Lorsque tu n'es pas dans le présent, tu deviens otage de ce qui est déjà passé ou de ce que tu crains qu'il arrive. L'anxiété et la mélancolie ne sont rien d'autre que le prix que tu paies pour être divisé entre 1000 pensées, au lieu de mettre toute ta volonté dans ce qui est réel, cet instant. Le présent n'est pas toujours confortable, ni n'a de réponse facile, mais c'est le seul terrain où tu peux prendre des décisions et transformer quelque chose. Tout le reste est spéculation qui épuise. En fait, chaque fois que tu te surprends à revivre le passé ou à imaginer un désastre futur, tu utilises ton attention, ta ressource la plus précieuse, pour renforcer des émotions qui n'ajoutent rien, elles ne font que soustraire. Entraîner l'attention dans le présent est, au fond, un acte d'autodiscipline et de respect pour ta propre vie. Personne ne va te donner cette approche, et ce n'est pas une question de répéter des phrases superficielles sur « vivre l'instant ». Il s'agit d'un travail mental conscient. Chaque fois que tu te surprends à fuir le maintenant, tu dois rediriger ton énergie, sans négociation, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui a été atrophié pendant des années. C'est inconfortable au début parce que le cerveau préférerait rester dans le drame connu ou la peur anticipée. Mais la réalité est que le bonheur ne se construit que lorsque tu assumes la responsabilité d'être ici, avec tout ce que cela implique. La présence est la base de la paix intérieure. Le reste est du bruit qui te distrait de l'essentiel. Si tu parviens à maintenir ton attention sur ce qui se passe, sur tes sensations, tes actions, tes véritables besoins, tu démontes le mécanisme qui alimente la tristesse chronique. Cesse d'hypothéquer ton bien-être sur la base de ce que tu ne peux plus modifier ou de ce qui n'est même pas sûr d'arriver. Être présent, c'est choisir, encore et encore, la vie réelle plutôt que les fantasmes mentaux qui ne font que fatiguer. Si tu veux retrouver la joie, commence par discipliner ton attention. La vie ne se passe que maintenant. 4. Agis, même si la motivation est minimale. Il y a des jours où la vie ressemble à une pièce dans l'obscurité, où tout semble immobile et l'air devient lourd. Tu observes l'horloge, les heures passent comme si elles ne t'appartenaient pas, et chaque mouvement semble coûter le double, comme si la tristesse t'avait mis un gilet de plomb. Le corps se sent maladroit, les épaules tombent, le regard reste fixé sur un point, presque sans cligner des yeux. La motivation n'arrive pas. Elle ne répond même pas aux appels mentaux. Il n'y a qu'une inertie dense, une résistance invisible qui t'attache à la chaise, au lit ou aux mêmes routines sans âme. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que attendre de ressentir l'envie de bouger est un piège. La motivation n'est pas un billet d'entrée, c'est une conséquence. Personne ne se sent inspiré avant de commencer. C'est seulement après avoir fait les premiers pas que l'enthousiasme commence à se réveiller timidement, comme un muscle froid qui ne s'active que lorsque tu l'utilises. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la physique. L'énergie se crée dans le mouvement, pas dans l'attente. Observe les gestes de ton corps lorsque tu décides de te lever sans envie. Le pied qui touche le sol, les doigts qui cherchent un soutien, le dos qui se redresse peu à peu. C'est un acte simple, presque insignifiant. Mais dans ce geste minimal, tu es déjà en train de reprendre du terrain. Chaque action, même si elle semble petite, est une rupture dans l'inertie. L'eau stagnante se gâte, mais une goutte en mouvement commence déjà à tout changer. Pas besoin de ressentir de l'enthousiasme. Il suffit de te lever et de faire une chose, même si c'est mécanique. Faire le lit, ouvrir la fenêtre, prendre un verre d'eau froide, sortir, marcher même 5 minutes. Il ne s'agit pas de feindre la joie, ni de forcer un sourire vide, mais de comprendre que la vie se réactive dans l'action, pas dans la contemplation passive du malaise. Le stoïcisme t'enseigne que le véritable contrôle commence par ce que tu fais, pas par ce que tu ressens. L'humeur est volatile, mais l'action t'appartient. Fais quelque chose, même si c'est minime, car ce micro-mouvement est le point de basculement qui change la trajectoire de la journée.
Ne sous-estime pas le pouvoir du petit. La somme de gestes simples, répétés avec discipline, est ce qui reconstruit la confiance et affaiblit la tristesse. Attendre d'avoir envie, c'est céder le gouvernail à l'apathie. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de signaux clairs que tu ne t'es pas rendus. Action avant motivation, toujours. La différence entre avancer et rester bloqué dépend rarement de grandes décisions. Elle dépend du courage de bouger lorsque ton esprit te murmure que cela n'a pas de sens. Fais-le quand même. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour commencer. Tu as besoin de commencer pour retrouver la force. Le mouvement vainc la tristesse, même lentement. Tu décides si tu restes à attendre des miracles ou si tu transformes chaque petit acte en une déclaration de rébellion. Ne sous-estime pas la valeur d'un seul pas. Un pas peut être tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. 5. Fais du mouvement physique une habitude quotidienne. Le corps qui ne bouge pas devient une prison. C'est la vérité que personne ne veut entendre lorsque la tristesse te paralyse et que tu préfères rester immobile, attendant que le moral vienne te sauver. Mais cela ne va pas arriver. Croire que tu peux penser ou te sentir mieux sans bouger un seul muscle est une fantaisie qui ne fait que prolonger la stagnation. Le mouvement physique n'est pas un luxe, ni une suggestion amicale. C'est un ordre biologique et psychologique. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit de réaliser que ton corps est l'interrupteur principal de ton énergie émotionnelle. Si tu te résignes à des journées entières de sédentarité, ne te trompe pas en croyant que la tristesse est quelque chose de mystique qui vient de l'extérieur. L'inertie est la meilleure amie de la mélancolie chronique. Si tu ne bouges pas, tu te flétris, et tout le reste ne sont que des excuses qui sonnent sophistiquées, mais ne masquent que de la paresse et de l'autocompassion. La discipline du mouvement quotidien n'est pas négociable si tu veux vraiment sortir du trou. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, répéter des affirmations jusqu'à perdre ta voix, parler sans arrêt de tes intentions de changement. Rien de tout cela ne remplace le signal brutal et direct que ton cerveau reçoit lorsque tu décides d'utiliser ton corps, même sans aucune envie. Chaque pas, chaque étirement, chaque exercice est une déclaration de guerre contre l'habitude de te laisser sombrer dans ta propre torpeur. Tu n'as pas besoin d'équipement de gym ni de routine héroïque. Tu as besoin de courage pour te lever, même si c'est juste pour marcher 10 minutes, même si tu n'arrives qu'à t'étirer sur le sol et à sentir le poids de ton corps. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tous les jours, sans négocier, même si c'est minime, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. La constance tue la paralysie. Arrête de te vendre l'idée que tu es une victime de tes émotions lorsque tu n'es même pas capable de discipliner ton corps. Le mouvement physique est le pont entre l'esprit et la réalité. Si tu ne le traverses pas, tu restes piégé dans des théories et des fantasmes de changement qui ne se produisent jamais. Un corps entraîné à bouger sous n'importe quel état émotionnel est un corps qui se souvient comment se rebeller contre la tristesse automatique. Si ta routine est toujours celle de la passivité, ton moral répondra avec la même apathie. Ne cherche pas de solution magique. Le seul miracle est la somme quotidienne d'actions physiques réelles. La douleur du premier mouvement est plus légère que la douleur de rester immobile. Assez de te justifier avec des histoires de fatigue éternelle ou de manque de motivation. La fatigue que tu ressens est souvent juste le prix à payer pour maintenir une routine qui ne défie ni ta biologie ni ton caractère. Le mouvement physique est la preuve concrète que tu ne t'es pas rendu. Si tu veux de la dignité, montre-la dans tes actions, pas dans des discours. L'énergie ne se mendie pas, elle se génère. Lève-toi, fais le même si ça fait mal. Franchis le seuil de l'inertie et transforme-le en habitude. Personne ne va bouger pour toi. Là où l'excuse s'arrête, le véritable changement commence. 6. Pratique la gratitude, même dans les jours sombres. La vérité est simple et brutale. Si tu n'entraînes pas la gratitude, tu deviens otage de ce qui te manque.
Peu importe à quel point tu es intelligent, ni combien de livres tu as lus sur le développement personnel. Si ton esprit ne répète que ce qui ne va pas et ce que tu as perdu, tu finis par accumuler une vision du monde où tout semble être une dette impossible à rembourser. La tristesse profite de cette négligence. Elle sème l'idée que rien n'est suffisant, que la vie te doit quelque chose et que ton côté le plus vulnérable est toujours perdant. Mais la réalité est qu'aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à énumérer tes manques et à ruminer ce que tu n'as pas. La gratitude n'est pas un luxe pour des optimistes naïfs, c'est une discipline mentale et émotionnelle qui se gagne à la sueur de son front, surtout quand il te coûte le plus de trouver des raisons de remercier. Parfois, tu te découvres, sans t'en rendre compte, à regarder la vie avec une loupe déformante, où tu ne vois que les fractures, les erreurs, les trahisons, tout ce qui a mal tourné. Il est facile de rester piégé dans ce mécanisme, car le cerveau est conçu pour détecter les menaces et les problèmes. C'est un biais de survie, mais pas de plénitude. Le problème survient lorsque tu transformes cette habitude en ta seule façon de regarder. Tu finis par croire que la tristesse est inévitable et que la gratitude n'est qu'une fantaisie superficielle. Cependant, ce qui transforme vraiment ton expérience, c'est la décision consciente de chercher de petits faits, des détails minimes, qui brisent ce filtre négatif. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, ni d'inventer de fausses raisons pour te sentir mieux, mais d'entraîner l'esprit à reconnaître que, même dans les jours sombres, il existe des fragments de valeur et des moments qui méritent d'être honorés. Remercier n'élimine pas la douleur, mais cela t'empêche de rester défini par elle. Remets en question cet élan intérieur à mépriser ce que tu as, parce que cela ne correspond pas à tes attentes. Cette insatisfaction chronique est, bien souvent, un piège mental qui te vole l'opportunité de te connecter à la réalité. La gratitude est une forme de rébellion contre cette narration de manque. C'est dire à ton esprit: tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es aussi tout ce que tu as déjà surmonté. Si chaque matin tu choisis, ne serait-ce qu'une minute, de reconnaître une seule chose qui reste debout, un ami qui demeure, la capacité de respirer, un souvenir qui te soutient, un petit accomplissement qui semblait impossible hier, tu commences à affaiblir le système interne qui alimente la tristesse automatique. La gratitude est une discipline, pas un état d'esprit passager. Entraîne-la comme on renforce un muscle qui a été atrophié trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'améliore pour la pratiquer. En fait, les jours les plus difficiles sont ceux qui l'exigent le plus. La gratitude est l'outil qui recalibre ta perception et te redonne ta dignité, car elle t'oblige à cesser de mesurer ta vie uniquement par les douleurs et les pertes. Parfois, remercier est l'acte le plus courageux, car cela défie la logique du ressentiment et de la plainte. Décide, sans négocier, de chercher ce qui reste encore, ce qui peut encore croître, ce qui mérite encore ton respect. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. C'est se rappeler que, même si la tristesse insiste pour te réciter sa liste de dettes, tu peux choisir sur quoi concentrer ton énergie. Tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es tout ce que tu remercies et tout ce que tu es encore capable de reconnaître. 7. Donne un sens à ta douleur en aidant les autres. Tu sors dans la rue la tête baissée, ressentant le poids de ton propre malaise, et en croisant quelqu'un qui traîne des sacs lourds ou lutte avec une porte, tu hésites un instant avant d'aider. La tristesse a tendance à t'enfermer dans une sorte de capsule mentale où n'existe que ta propre douleur, comme si le reste du monde s'était estompé. Ce circuit fermé est l'une des plus grandes erreurs de l'esprit. Plus tu souffres, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, plus la douleur s'intensifie. C'est un cercle vicieux si automatique que tu ne le remarques même pas. Mais si tu l'analyses de près, tu verras que la tristesse te pousse à te regarder le nombril et à chercher des raisons pour justifier pourquoi ta souffrance est spéciale, différente, presque intouchable par la réalité des autres. Le résultat est que la vie se rétrécit et le sens s'évapore.
La plupart des gens ne comprennent pas qu'à ce stade, aider les autres n'est pas seulement un acte altruiste, c'est une stratégie de survie émotionnelle. La psychologie le souligne clairement. Lorsque le focus est fixé sur soi-même, tout malaise tend à se magnifier. Le cerveau commence à fonctionner en mode pénurie, ne voyant que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui ne peut pas être changé. Mais si tu t'obliges, même de manière forcée au début, à intervenir dans la vie d'un autre, quelque chose dans cette machinerie interne se recalibre. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes héroïques, ni de devenir une sorte de sauveur professionnel. Un message sincère, écouter celui qui va moins bien que toi, offrir ton temps ou ton expérience, même si la motivation est minimale, suffit. Dans cet acte, tu brises l'enfermement mental. L'énergie que tu utilisais pour tourner sur ton propre axe se redirige vers l'extérieur, et cela constitue déjà un changement de dynamique. La tristesse se nourrit d'inertie et d'isolement. Le service l'affaiblit car il t'oblige à sortir de ton petit monde. Personne ne guérit complètement seul, mais aider les autres est le pont qui relie ta douleur à un sens plus grand. Le stoïcisme ne parle pas de se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais d'utiliser la douleur comme matière première pour quelque chose d'utile. Si tu attends seulement de te sentir bien pour aider, tu n'agiras jamais. La douleur qui n'est pas partagée se gâte, devient ressentiment ou auto-indulgence. Mais lorsque tu décides, consciemment, de transformer ton inconfort en action concrète envers l'autre, tu convertis un état passif en une déclaration de pouvoir. La douleur partagée perd de sa force. C'est la différence entre sombrer et grandir. Chaque fois que tu détournes ton regard de ton propre drame pour reconnaître la souffrance d'autrui, ton esprit entraîne une compétence fondamentale, la résilience altruiste. Le sens ne se trouve pas en fouillant des réponses dans tes propres blessures, mais en construisant quelque chose de précieux avec elles. Le but n'est pas une révélation mystique ni une phrase motivationnelle. Le but est ce que tu fais avec ce qui te fait mal. Lorsque tu décides d'aider, même dans quelque chose de petit, tu montres que ta douleur ne te définit pas, elle te rend simplement humain. Sers, même lorsque tu n'en as pas envie. Donne, même si tu sens que tu n'as pas grand-chose à offrir. Car l'acte de sortir de toi-même est la meilleure thérapie contre la tristesse chronique. Celui qui aide, cède. Celui qui donne un sens à sa douleur retrouve sa dignité. Si tu veux changer ton état, commence par changer ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour faire le bien. Fais le bien, et ton moral suivra. Personne ne sort seul de la tristesse, mais tout le monde peut tendre la main en premier. 8. Exprime ton malaise sans peur ni honte, je dois l'admettre. Parfois, j'ai eu l'impression que si je parlais de mon malaise, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Je me suis vu, assis devant quelqu'un, jouant avec mes mains, déglutissant, regardant le sol, cherchant le moment exact pour dire ce qui me pèse, et quand enfin j'essaie, la voix peine à sortir, faible, comme si elle demandait la permission d'exister. La poitrine se tend, la mâchoire se serre et l'esprit commence à fabriquer des histoires de rejet ou de honte avant qu'un seul mot ne traverse la distance. C'est une bataille invisible. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, il y a une discussion féroce entre le besoin de libérer le contenu toxique et la peur de rester exposé, vulnérable, incomplet devant les yeux de l'autre. Le silence devient une sorte de prison auto-imposée. Tu maintiens la douleur en serrant les poings, en respirant court, en espérant que personne ne remarque ce qui t'arrive vraiment. Et pourtant, le corps envoie des signaux. Les mains transpirent, les épaules se haussent, le regard se perd. Tout cela est ton système d'alarme demandant que tu cesses de cacher ce qui fait mal. Exprimer le malaise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un exercice de dignité. Il n'y a pas de vertu à se taire sur ce qui te submerge, ni d'honneur à faire semblant qu'il ne se passe rien pendant que tu t'effondres de l'intérieur. La tristesse ne se dissout pas dans le silence. Au contraire, ce que tu tais s'accumule dans les gestes, dans les humeurs, dans les décisions que tu prends à moitié, dans les nuits où l'insomnie est le prix à payer pour ne pas t'être permis d'être honnête. Parler, c'est rompre le cycle de la répression.
Chaque fois que tu ouvres la bouche, même si c'est juste pour dire « je me sens mal », tu sauves une partie de toi qui était restée piégée dans la censure. Ce premier geste est inconfortable, oui, mais c'est le signe le plus clair que tu as décidé de cesser de négocier avec la peur. Ce qui se nomme perd une partie de son pouvoir. C'est la vérité inconfortable que personne ne t'enseigne, enfant. Tu n'as pas à tout lâcher d'un coup, ni à chercher une compréhension parfaite de l'autre côté. Il suffit de nommer l'essentiel, de mettre des mots sur ce qui pèse. Tu peux le faire à voix haute, avec quelqu'un qui sait écouter, ou même en écrivant, laissant l'encre fonctionner comme un drain émotionnel. Le corps le ressent. En parlant, les muscles se relâchent un peu, la respiration se libère, la tension baisse même d'un degré. Ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie et de la conscience. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer à tout prix, mais à différencier ce qui dépend de toi. Et oui, exprimer la vérité de ton état est ta responsabilité. Ne te trompe pas en croyant que tu seras plus fort en te taisant. Ce que tu réussis, c'est à porter un sac à dos de plus en plus lourd et à faire semblant de ne pas le sentir. Le véritable courage n'est pas de supporter en silence, mais de te montrer humain, même si la voix tremble. La peur d'être jugé n'est qu'un filtre mental. La plupart des gens portent aussi leur propre fardeau et comprendront beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parfois, le simple acte de dire « cela me fait mal » ouvre un espace où la tristesse se transforme, même si ce n'est que de manière minimale, en possibilité de soulagement ou, au moins, en un repos pour le corps et l'esprit. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir, ni pour l'exprimer. Cacher la douleur, c'est la perpétuer. La dignité commence là où la honte s'arrête. Ose nommer ton malaise, et tu verras que l'insupportable devient gérable. Parle, même si tu ne sais pas par où commencer. Ta santé émotionnelle dépend de cette honnêteté, pas des apparences. 9. Permets-toi de te reposer et de te renouveler sans culpabilité. L'esprit moderne fonctionne comme une usine qui n'éteint jamais ses moteurs. Il produit des pensées, des inquiétudes et des exigences sans relâche, comme si la valeur personnelle dépendait de ne jamais s'arrêter. Tu laisses la fatigue s'accumuler comme une poussière invisible sur chaque décision, te convainquant que l'épuisement est noble, que la fatigue est une médaille et que seuls les faibles demandent une pause. Mais c'est un mensonge dangereux, un piège brutal déguisé en vertu. L'épuisement ne te rend pas fort, il te rend fragile. Tu es comme ce mécanisme qui ne reçoit jamais d'entretien. Tôt ou tard, les performances chutent, le moral se brise, les émotions se gâtent par manque d'oxygène. Le corps ne pardonne pas l'accumulation de dettes physiques et mentales. La tristesse s'infiltre précisément dans ces espaces où tu ne t'es jamais permis de t'arrêter et de reprendre des forces. Il n'y a pas de résilience sans renouvellement. Celui qui ne fait que résister finit par se briser. Arrête de te raconter que te reposer, c'est perdre du temps ou que tu ne mérites de t'arrêter que lorsque tout est fait. Cet état d'esprit te mène à une autodestruction lente. Tu confonds épuisement avec productivité, fatigue avec responsabilité. Et tu te refuses le droit fondamental à la pause parce que tu crois que quelqu'un évalue ta valeur à chaque seconde. Personne ne te le dira en face, mais cette auto-exigence n'est qu'une autre forme de faiblesse. L'incapacité de reconnaître tes limites, la peur enfantine de paraître moins capable si tu admets que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Le repos n'est pas une récompense, c'est une condition minimale pour fonctionner. Si tu ne le comprends pas, tu finiras par payer avec ta santé, tes relations et la lucidité que tu défends tant. La tristesse se renforce sur le terrain de l'épuisement. Un être épuisé est une proie facile pour toute émotion destructrice. Le plus absurde, c'est que pendant que tu te refuses le repos par peur de paraître faible, tu deviens esclave d'un système interne qui ne s'est opéré qu'au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de dignité dans la performance sans pause. Il n'y a que de l'épuisement déguisé en héroïsme bon marché. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas avancer. Repose-toi, même si ton esprit résiste. Fais-le même si tout en toi crie que tu n'as pas le temps ou que la vie n'attend pas.
Si tu n'entraînes pas ta capacité à relâcher le rythme, ton énergie devient toxique et la joie se transforme en un lointain souvenir. Permets-toi la pause, car sans elle, il n'y a pas de renouvellement, seulement une répétition fatiguée des mêmes erreurs. Le repos conscient est un acte de bravoure dans un monde obsédé par l'inertie. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour prendre soin de toi. Personne ne va t'applaudir d'arriver détruit à la fin de la journée. Récupère le respect de soi. Celui qui se renouvelle se respecte. Le contraire est de l'abandon de soi. Ne confonds pas le stoïcisme avec la négation de tes besoins fondamentaux. Le véritable stoïque reconnaît quand il est temps d'agir et quand il est temps de se replier pour revenir plus fort. Ne deviens pas ton propre geôlier simplement parce que l'environnement l'exige. Le repos est force. La culpabilité est le résidu d'un esprit mal entraîné. Repose-toi sans négocier. Renouvelle ton énergie sans honte. C'est seulement ainsi que tu peux recommencer à choisir ta vie, au lieu de simplement la survivre. Ligne iconique. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une discipline supérieure. 10. Fais de l'engagement personnel ta plus grande force. L'engagement personnel est la différence entre vouloir changer et vraiment changer. Il n'y a pas moyen d'adoucir cela. Si ta parole envers toi-même a peu de valeur, toute technique, tout livre, tout conseil finit par n'être que du bruit de fond. Ce qui sépare la résignation de la transformation, c'est ce pacte silencieux et brutal de ne plus négocier avec tes excuses. La plupart d'entre nous veut se sentir mieux, mais n'est pas prête à supporter l'inconfort quotidien que demande la véritable amélioration. Nous nous remplissons d'intentions, de projets à moitié réalisés, de promesses reportées, comme si le simple fait de vouloir avait un poids réel sur le résultat. Mais la vie ne répond qu'à ce que tu fais de manière soutenue, pas à ce que tu rêves quand personne ne te voit. Quand je parle d'engagement, je ne fais pas référence à une motivation passagère, ni à un élan de volonté qui s'éteint dès que la tristesse revient. Je parle d'une décision intérieure, presque contractuelle, de cesser de trahir tes propres limites et de faire, chaque jour, ce que tu as dit que tu ferais, même si l'esprit demande une trêve, même si le corps proteste, même si personne ne t'applaudit. Le mécanisme est simple, mais inconfortable. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, ton cerveau enregistre cet échec, et peu à peu ta confiance en toi se fracture. Le résultat est une chaîne invisible de petites trahisons quotidiennes qui pèsent plus que n'importe quelle douleur extérieure. La véritable force vient de l'accumulation d'actes qui semblent minimes, mais qui répétés réécrivent l'identité. Personne ne peut te donner ce muscle. Il se construit uniquement par des faits, pas par des discours. Je reconnais que je me suis raconté des histoires pour justifier mes propres chutes. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Demain, je commence. Ce n'est pas si grave. Mais au final, ce qui reste, c'est la dette envers toi-même. L'engagement personnel ne se mesure pas en héroïsme, mais en la capacité de maintenir tes décisions quand il n'y a plus de témoins ni d'incitations externes. Le stoïcisme le dit clairement. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est ta disposition à tenir ta parole. Si tu t'habitues à céder face à l'inconfort, ta vie devient une séquence d'abandon silencieux. Si, en revanche, tu entraînes la discipline de persister même dans les jours gris, la tristesse perd de sa force parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas contrôler ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour t'engager. Au contraire, l'engagement est ce qui façonne la sécurité à force de répétition. L'auto-trahison épuise, l'engagement multiplie. Une personne engagée, même si elle tombe, se relève toujours avec une nouvelle leçon. Ce que tu soutiens en privé est ce qui définit ta vie en public. Devenir quelqu'un digne de ta propre parole est le plus grand acte de respect de soi que tu puisses accomplir. Il n'y a pas de liberté sans engagement. Ton destin change le jour où tu décides que, quoi qu'il arrive, tu ne vas pas abandonner le chemin que tu as choisi. Ligne iconique. La dignité commence quand ta parole envers toi-même est inviolable. Il y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ignorer.
La vie ne s'arrête pas pour t'attendre pendant que tu épuises tes forces à essayer de tout contrôler. S'accrocher à chaque attente, se forcer à répondre à chaque stimulus, porter le poids de ce que tu ne peux pas changer. C'est le mécanisme invisible qui nous maintient épuisés, tendus, toujours en mode survie. On nous a appris qu'il faut résister, que la force réside dans l'endurance, mais personne ne parle du coup psychologique de vivre toujours en alerte. Il ne s'agit pas de se rendre face à la réalité, mais d'entraîner l'esprit à distinguer l'essentiel de l'accessoire, ce qui mérite ton énergie de ce qui ne fait que l'épuiser. Le stoïcisme n'est pas de la résignation, c'est une discipline brutalement honnête. Personne ne viendra te sauver de ton propre épuisement. La responsabilité de prendre soin de ton état intérieur t'appartient uniquement. La clarté n'arrive pas par accident, elle se construit avec discipline. Si tu continues à parier toute ta vie sur le contrôle, tu vas perdre quelque chose de plus important, ta tranquillité, ton énergie, ta capacité à agir avec fermeté. Le but n'est pas d'échapper à la douleur, ni de prétendre que tout est facile, mais de cesser d'alimenter la tension inutile qui te maintient piégé dans des cycles d'épuisement. Combien de temps vas-tu encore continuer à payer cette dette intérieure ? Aujourd'hui, tu vas apprendre à lâcher prise sur ce qui ne soutient pas, à te prioriser sans culpabilité et à cesser de négocier ton bien-être. Tu n'es pas venu dans ce monde juste pour endurer. Tu es venu pour vivre avec clarté. 1. Choisis tes batailles avec sagesse. La vérité est celle-ci. Tu t'épuises dans des combats qui ne servent à rien, gaspillant ton énergie dans des discussions inutiles, obsédé par le besoin d'avoir raison sur des sujets sans importance et accroché à des problèmes qui ne te concernent pas. Ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est toi, choisissant mal où tu mets ta force. Il y a des gens qui confondent résistance avec courage et épuisement avec engagement. Ils s'inventent des obligations, portent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas, puis se demandent pourquoi il ne leur reste ni énergie, ni clarté, ni envie de quoi que ce soit. Ce n'est pas noble de se battre à chaque bataille. C'est de la maladresse. La maturité ne se mesure pas à combien de fronts tu peux ouvrir, mais à combien tu sais fermer à temps. Il faut avoir l'honnêteté brutale de se demander: est-ce que cela vaut vraiment le prix de ma paix mentale et de mon énergie? La plupart ne se le demandent même pas, car ils ont peur de paraître lâches ou égoïstes. Mais la réalité est que les gens qui ne choisissent pas leur bataille finissent par être esclaves des circonstances, marionnettes des impulsions des autres, otages de leur propre incapacité à lâcher prise. Beaucoup de gens vivent piégés dans l'idée que renoncer, c'est échouer. Ils ne comprennent pas que renoncer à un combat stérile n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer les problèmes, mais d'apprendre à discerner. Te rends-tu compte combien de fois tu t'es épuisé pour des choses qui, au fond, ne changent rien d'essentiel dans ta vie? Tu as perdu des journées entières à ruminer des commentaires insignifiants, à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas écouter, à te défendre contre des attaques qui ne méritent même pas une réaction. Chaque fois que tu fais cela, tu hypothèques ton énergie vitale. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, anxieux, saturé. Le problème n'est pas le monde. C'est toi sans filtre, sans priorité, sans discipline intérieure. Celui qui s'épuise dans tout finit sans force pour ce qui compte vraiment. Ne confonds pas être en alerte avec être vivant. Vivre en alerte tout le temps, comme si tout était une menace, te transforme simplement en quelqu'un de réactif, incapable de profiter même de 5 minutes de calme. Crois-tu vraiment que tout mérite une réponse? Que ton opinion est indispensable dans chaque conversation? C'est l'ego qui parle, pas la sagesse. Celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le prouver à chaque instant. Tu n'as pas à prouver ta force à chaque affrontement, ni ton intelligence à chaque débat. Apprendre à choisir tes batailles, c'est reconnaître que ton attention et ton énergie sont des ressources limitées, et que les gaspiller est une forme d'auto-trahison. Choisis bien et tu te libères.
Choisis mal et tu seras esclave de ta propre impulsivité. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui encaissent le plus de coups. Ce sont ceux qui savent quand se taire, quand s'éloigner, quand investir leur énergie et quand laisser les choses passer. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de sortir victorieux de chaque conflit. Tu as plutôt besoin de la lucidité de dire « Je ne vais pas me battre pour cela, car cela ne mérite pas mon épuisement ». Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'économie émotionnelle. Tout ne mérite pas ta réponse, toute provocation ne mérite pas ton énergie. C'est l'une des phrases que tu devrais te tatouer dans l'esprit, car c'est seulement ainsi que tu peux cesser de vivre en mode urgence et commencer à exister avec clarté, avec focus, avec sérénité. Choisis tes batailles avec sagesse, ou tu finiras vide, brûlé et sans rien qui vaille la peine d'être défendu. Le soin de soi commence par la discipline de ne pas laisser n'importe quoi prendre le meilleur de toi. Ton énergie t'appartient, ne la gaspille pas pour des futilités. 2. Lâche ce qui épuise ton énergie. Tu te lèves et avant même de sortir du lit, ta tête est déjà en train de passer en revue une liste interminable de tâches à accomplir, de préoccupations et de problèmes non résolus. Pendant que tu t'habilles, tu te souviens d'une conversation inconfortable, d'une erreur d'il y a des semaines, d'une promesse que tu as acceptée juste par engagement. En arrière-plan, l'esprit répète que tu dois être au courant de tout, répondre à chaque message, ne laisser passer aucun signe que quelque chose pourrait mal tourner. Tu portes cette pression invisible, comme si céder à quelque chose était un grave défaut. Et ainsi, la journée à peine commencée, tu ressens déjà le poids d'une fatigue qui n'est pas physique mais mentale. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une usure silencieuse qui s'accumule chaque fois que tu refuses de lâcher ce qui t'épuise. Le piège est subtil. On nous a appris à confondre tenir bon avec avancer et à reporter le repos avec montrer de la force. Il y a un mécanisme interne qui te fait croire que si tu ne portes pas tout, quelque chose va s'effondrer. Que si tu ne contrôles pas chaque détail, les choses s'écroulent et tu restes exposé. Cette anxiété de ne pas lâcher a des racines profondes, peur de décevoir, d'être perçu comme faible, que le monde continue de tourner sans que tu le pousses. Mais vivre ainsi, c'est comme payer une dette émotionnelle qui ne se termine jamais. Tu t'endettes envers toi-même chaque fois que tu acceptes le rôle du sauveur, de celui qui peut tout faire, de celui qui ne se permet pas de baisser la garde, ne serait-ce qu'une seconde. Cette posture, loin de te rapprocher de la force, t'éloigne de la paix et de la clarté. Au fond, ce qui épuise, ce n'est pas l'effort ponctuel, mais la résistance prolongée. Tu accumules des tensions inutiles parce que tu ne te donnes pas la permission de laisser aller ce qui ne te concerne pas. Tu t'accroches à des attentes des autres, à de vieux problèmes, à des erreurs qui ne peuvent plus être réparées. L'esprit, sans discipline, reste accroché à l'analyse interminable, à la révision de scénarios qui n'existent pas, à l'obsession que seule la perte d'énergie peut te permettre de garder le contrôle. La vérité est plus simple et plus dure. Lâche ce qui te draine ou tu vas te vider de l'intérieur. Personne ne te rendra les heures mentales que tu gaspilles en culpabilité, en ressentiment, en essayant de changer ce qui est déjà passé. Lâche le besoin de comprendre chaque motif, de justifier chaque réaction, de toujours bien paraître. Tu n'as pas à déchiffrer la psychologie de tout le monde, ni à résoudre chaque conflit ouvert. Charger moins n'est pas être irresponsable, c'est commencer à être sélectif avec ton énergie. Les gens qui vivent épuisés ont souvent tendance à croire que se reposer est un luxe, alors qu'en réalité, c'est une obligation. Lâcher n'est pas perdre, c'est récupérer de l'espace intérieur. C'est une phrase que tu dois te rappeler chaque fois que l'esprit veut revenir à la tension automatique. Le stoïcisme t'invite à identifier ce qui t'appartient vraiment et ce qui n'est qu'un poids hérité des autres, de ton passé, de normes qui ne servent plus. La fatigue chronique ne se guérit pas par plus d'efforts, mais par des renoncements intelligents. Si tu as du mal à laisser aller, examine quelle est l'idée qui t'en empêche. Crois-tu que lâcher, c'est échouer? Que se reposer équivaut à abandonner? Ces croyances sont des filtres toxiques qui déforment ta vision de la vie.
Il ne s'agit pas d'éviter des responsabilités, mais de discerner celles qui te appartiennent vraiment et celles qui occupent simplement de l'espace que tu pourrais utiliser pour construire, créer ou simplement être en paix. La prochaine fois que tu ressentiras de l'épuisement, demande-toi quelle partie de cette fatigue est évitable si tu lâches ce qui ne s'ajoute pas. Personne ne reconnaîtra ton sacrifice inutile. Seul toi peux décider quand cela suffit. L'énergie que tu récupères en lâchant est celle qui te permet ensuite de résister à ce qui compte vraiment. Tu n'es pas plus fort en portant tout, mais en sachant lâcher à temps. 3. Priorise ton état intérieur sans culpabilité. Il y a quelque chose d'inconfortable que presque personne n'admet. On nous a appris à ressentir de la culpabilité chaque fois que nous priorisons notre équilibre au-dessus des attentes des autres. C'est presque automatique. À peine te permets-tu de poser une limite, surgit le soupçon de faillir à quelqu'un, d'être insuffisant, d'agir par égoïsme. Le mécanisme est brutalement efficace. Il te sabote de l'intérieur, associant le soin de soi à la trahison, le repos à la paresse et le calme à l'indifférence. Ainsi, tu finis par vivre avec le pilote automatique à l'extérieur, régulant tes émotions selon les demandes externes, comme si ton bien-être était toujours secondaire ou, pire encore, un obstacle pour les autres. Il n'est pas facile de désactiver cette programmation. Tu portes des années de conditionnement où la validation externe pèse plus que la paix intérieure. Mais si tu l'analyses, tu te rends compte que ce modèle ne produit que de l'épuisement, du ressentiment et une version déformée de qui tu es. La racine du problème est claire. On t'a convaincu que ta valeur dépend de combien tu cèdes, de combien de fois tu remets tes propres besoins pour soutenir les attentes des autres. Au final, le résultat est prévisible, une sorte d'auto-abandon chronique où tu t'habitues à fonctionner en déficit émotionnel, accumulant fatigue et frustration, tout en faisant semblant d'être fort. Ce schéma te rend fonctionnel, oui, mais jamais complet. Le prix est trop élevé et presque toujours invisible. Des fractures internes qui ne se manifestent que lorsqu'il est trop tard. Lorsque le corps et l'esprit commencent à faire payer leur dû sous forme d'épuisement, d'irritabilité ou de déconnexion. Prioriser ton état intérieur n'est pas un caprice, c'est un acte de survie psychologique. Celui qui ne prend pas soin de lui se perd. Le stoïcisme ne parle pas de devenir insensible, ni de vivre protégé contre le monde, mais de développer un type de clarté qui te permet de distinguer entre les problèmes que tu dois résoudre et les drames qui n'existent que pour te drainer. C'est une discipline de sélection presque chirurgicale, identifier quelles tensions méritent ton attention et lesquelles occupent simplement de l'espace mental sans rien apporter de réel. Ici, l'auto-indulgence ne sert à rien, mais le rigueur de te demander « Est-ce que cela qui me demande tant m'appartient vraiment ou est-ce que je le porte par habitude ?» Lorsque tu t'entraînes à cette honnêteté, tu commences à remarquer combien de devoirs, d'opinions et de conflits ne sont pas les tiens, mais des héritages émotionnels ou des mandats sociaux qui ne résistent pas à l'analyse. L'état intérieur est ta ressource la plus rare et par conséquent la plus précieuse. Tout ce que tu penses, choisis et ressens passe par ce filtre. Si tu l'ignores, tout se contamine. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est la vérité que personne ne veut voir lorsqu'il insiste pour prioriser l'extérieur. Les gens pensent que sacrifier leur calme est noble, mais la réalité est que cela ne fait que multiplier le chaos. Prioriser ton équilibre ne te rend pas moins généreux, mais plus lucide. Depuis la sérénité, tes décisions pèsent plus, ta parole a plus de valeur, et ta présence n'est pas une réaction automatique, mais un choix conscient. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre soin de toi. Tu n'as pas à justifier chaque repos, ni à expliquer chaque silence. Arrête de t'excuser pour protéger ton bien-être. Celui qui s'offense parce que tu priorises ta santé mentale révèle plus sur sa propre carence que sur ta responsabilité. Le soin de soi n'est pas négociable, c'est le fondement à partir duquel tu peux soutenir n'importe quel lien ou projet sans te vider. La culpabilité est le prix que tu paies pour ne pas te mettre en premier. Mémorise cette phrase.
et utilise-la comme alarme interne chaque fois que des doutes ou des pressions externes te submergent. Le monde ne va pas s'arrêter pour te donner de l'espace. Cette tâche t'appartient. Si tu attends que les autres comprennent ton besoin de pause, tu vas continuer à sacrifier ton équilibre au nom d'une empathie mal comprise. Ce n'est que lorsque tu prends le contrôle et priorises ton état intérieur sans culpabilité que tu peux commencer à vivre avec clarté et force réelle. Le reste n'est qu'une survie déguisée en dévouement. 4. Repose-toi sans te sentir en dette. Il y a des jours où le corps ressemble à un compte bancaire dont tout le monde veut retirer de l'argent, mais toi seul sais que le solde est dans le rouge. Tu regardes tes propres mains et tu remarques le tremblement subtil. Cette fatigue qui ne s'explique pas par des heures de sommeil perdu, mais par l'usure invisible de se sentir obligé de performer, d'être disponible, de ne pas décevoir. Le véritable repos n'arrive pas, parce que, même lorsque tu t'arrêtes, l'esprit continue de calculer ce que tu devrais être en train de faire. Les épaules s'affaissent, les paupières pèsent, mais à l'intérieur, une alarme est allumée, comme si faire une pause d'une seconde était dangereux, comme si s'asseoir pour respirer était une dette difficile à justifier. C'est ainsi que fonctionne l'épuisement chronique. Il n'a pas besoin de grandes tragédies, juste de la pression constante de ne pas te permettre de baisser la garde. Le problème est que tu associes le repos à un permis que tu n'as pas, comme si t'allonger 5 minutes était une faute éthique, comme si ta valeur était liée à la quantité d'épuisement que tu peux supporter sans te briser. Tu traverses la vie avec le front plissé, le geste tendu, la mâchoire serrée, te déplaçant entre les tâches comme si tu remboursais un prêt éternel qui ne se termine jamais. Le corps demande une trêve et tu lui réponds par plus de café, plus de distractions, plus d'excuses pour ne pas t'arrêter. Mais chaque fois que tu repousses le repos, le prix augmente. Tu deviens irritable, tu perds en précision, l'esprit s'embrouille et la journée devient une pente interminable. Se reposer n'est pas un luxe, c'est un droit. C'est une vérité que tu devrais te rappeler chaque fois que la culpabilité essaie de s'asseoir à tes côtés. Il y a une programmation profonde qui te pousse à sentir que tu ne mérites pas cet espace, que si tu t'arrêtes, tu es en dette envers quelqu'un, envers toi-même ou envers le monde. Mais personne ne viendra te récompenser pour ton sacrifice silencieux, ni te rendre les minutes de clarté que tu as perdues en te refusant le repos. Le stoïcisme t'apprend à identifier quand la fatigue n'est plus seulement physique, mais un symptôme que tu as franchi la limite entre l'effort et l'abandon de soi. S'observer avec une brutalité honnête fait partie du processus. Détecter quand ton corps demande une pause, quand l'esprit devient hostile par excès d'exigence, quand l'humeur s'assombrit parce que tu es tout simplement épuisé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un mécanisme de survie. Tu ne peux pas soutenir le monde si tu es toi-même en train de tomber. La clé est d'apprendre à te reposer sans te sentir en dette. Cela implique de t'asseoir, de fermer les yeux, de lâcher ton téléphone, de laisser le silence entrer même si ce n'est qu'une minute, et de ne pas le justifier devant qui que ce soit. Cela implique aussi de défendre ces espaces minimaux de respiration comme s'ils étaient un territoire propre, non négociable, non soumis à l'approbation ni à la compréhension des autres. Le repos est un investissement. Ce que tu offres au monde après avoir fait une pause est bien plus précieux que la version usée et réactive que tu produis lorsque tu te refuses ce droit. La discipline stoïque n'est pas seulement de tenir bon, mais de savoir quand s'arrêter à temps, quand dire « assez pour aujourd'hui » et de te maintenir dans cette décision même si la culpabilité te murmure à l'oreille. Apprends à voir tes limites comme des frontières nécessaires, non comme des échecs. Ressens le poids des exigences, mais reconnais que porter tout ne te rend pas plus fort. Cela te rend juste plus vulnérable à te briser de l'intérieur. Le repos opportun est une déclaration de dignité. Personne ne peut utiliser ton énergie sans ton consentement. Alors la prochaine fois que ton corps demandera une pause, ne négocie pas avec la culpabilité. Négocie avec ton propre avenir. Repose-toi sans te sentir en dette. C'est le véritable acte de respect de soi que la plupart des gens ne se permettent pas.
5. Limite les attentes, gagne en clarté. Les attentes gonflées sont la principale source de ta frustration. Ce n'est pas le monde qui te déçoit, c'est toi, exigeant que la réalité s'ajuste à tes idées comme si elle te devait quelque chose. Plus tu attends, moins tu vois. Je parie que tu reconnais ce mécanisme. Tu projettes comment les autres devraient agir, comment ta journée devrait se dérouler, quels résultats tu mérites si tu fais des efforts. Et quand la vie, avec sa brutalité neutre, ne répond pas à ces calculs, tu appelles cela de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice, c'est de la naïveté déguisée en plainte. Le plus grand auto-illusionnement n'est pas de croire aux promesses des autres, mais de croire aux attentes que tu fabriques toi-même sans aucune base réelle. Attendre que l'environnement te lise l'esprit, que le travail soit toujours valorisé, que chaque lien fonctionne à ton rythme, c'est le chemin le plus rapide vers la déception chronique. Chaque fois que tu fixes la barre à l'extérieur, tu perds le contrôle sur ton propre état intérieur. C'est un piège. Tu remets la clé de ta tranquillité à des facteurs que tu ne peux pas maîtriser. Ainsi, tu deviens l'otage de l'imprévisible. Les gens répètent l'histoire selon laquelle il faut avoir de grandes attentes pour se motiver. Mensonge dangereux. Ce dont tu as besoin, c'est de clarté, pas de fantasme. La clarté est cruelle, mais elle te fait économiser des années de ressentiment. Tu veux la paix ? Arrête d'exiger de la vie un scénario qui n'existe que dans ta tête. Personne n'est venu jouer le rôle que tu as conçu dans ton imagination. Si tu attends reconnaissance, gratitude, perfection ou réponse immédiate, prépare-toi à collectionner des désillusions. C'est une mathématique émotionnelle basique. Plus tu attends, plus tu t'endettes envers toi-même. L'attente est la dette qui ne te sera jamais remboursée. Gravez cette phrase dans ta mémoire avant de continuer à hypothéquer ta tranquillité pour des illusions. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir cynique, mais lucide. Limiter tes attentes n'est pas se résigner, c'est te protéger d'un épuisement inutile. Il ne s'agit pas de baisser le niveau de ta vie, mais de cesser de parier toute ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond dans le même cercle de désillusion? Chaque fois que tu t'accroches au « devrait », tu te voles la possibilité d'agir avec intelligence. Celui qui attend trop vit dans une dette constante envers la réalité. Apprends à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui se produit simplement. C'est cela, la maturité, c'est cela, le véritable pouvoir. La clarté pèse, mais elle libère. On ne t'apprendra pas cela dans aucun manuel de développement personnel, car la vérité est inconfortable. Personne ne te doit rien, ni ta famille, ni tes amis, ni l'univers. Accepte-le, et tu verras comment le volume de ton angoisse diminue. L'autopunition de vivre en attendant que tout se passe selon ton plan est une forme de sabotage. La maturité stoïque consiste à entraîner le muscle de l'acceptation, pas celui de la résignation. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est, sans embellissement, sans distorsion. Lorsque tu limites tes attentes, tu nettoies le filtre mental qui déforme tes perceptions. Tu cesses de réagir comme un automate à chaque désenchantement et tu commences à répondre depuis la sérénité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui exige moins de l'extérieur peut donner plus de lui-même, non pas parce qu'il se contente, mais parce qu'il ne perd plus d'énergie dans des guerres impossibles à gagner. Ce n'est que lorsque tu renonces à l'addiction d'attendre trop que tu retrouves le contrôle sur ce que tu peux vraiment changer. Tes décisions, tes limites, ton attitude. Ne confonds pas clarté et froideur. C'est le plus grand acte de respect de soi. Cesser de mendier de la validation et commencer à vivre dans la réalité, pas dans la fantaisie. 6. Concentre-toi uniquement sur ce que tu contrôles. La vérité est brutale. La plupart de tes souffrances naissent parce que tu insistes à essayer de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu te fatigues à planifier chaque détail, à anticiper les réactions des autres, à exiger des résultats parfaits et à imaginer que si tu t'efforces suffisamment, tu pourras diriger le cours de tout ce qui t'importe. C'est une illusion coûteuse. Derrière cette tentative de contrôle se cache une anxiété constante.
la peur que la vie dévie de ton scénario, la frustration qui s'accumule lorsque la réalité ignore tes attentes. Ton esprit, entraîné à chercher la sécurité dans l'extérieur, active des mécanismes de surveillance qui n'augmentent que la fatigue mentale. Tu repasses ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, ce qui pourrait arriver si tu n'interviens pas. Et pendant que tu consacres ton énergie à l'imprévisible, tu négliges la seule chose que tu peux vraiment gouverner, tes décisions, ton attitude, tes limites. Cet élan de vouloir tout contrôler est un piège subtil. Il te fait sentir productif et responsable, mais au fond, il ne nourrit qu'un sentiment d'impuissance. Chaque fois que tu perds de vue ce qui dépend de toi, tu deviens vulnérable aux fluctuations des circonstances, esclave des émotions des autres, otage de l'incertitude. Tu ne t'en rends pas compte, mais cette habitude de surveiller ce que tu ne peux pas changer est le mauvais muscle. Tu entraînes l'inquiétude, l'anticipation et l'épuisement, au lieu de renforcer l'acceptation et l'action sur le concret. Tu n'as de pouvoir que sur ce que tu choisis et sur la façon dont tu réagis. Cette phrase devrait être tatouée dans ton esprit chaque fois que l'anxiété te pousse à essayer de contrôler le monde. La racine de ce mécanisme est psychologique. La peur de perdre le contrôle naît de la peur de la vulnérabilité, de l'erreur, de la sensation que la vie peut tourner sans te prévenir. On nous éduque à associer l'échec à un manque de prévoyance, comme si la perfection était une option réelle. Mais la vérité est autre. La vie est imprévisible, les autres ne suivent pas ton script, et le hasard ne négocie pas avec tes plans. Le stoïcisme ne t'invite pas à la résignation, mais à la clarté. Tu ne peux investir de l'énergie que dans ce qui est à ta portée, le reste est un terrain d'épuisement. La maturité émotionnelle se construit en apprenant à distinguer la limite entre ce qui t'appartient et ce qui appartient aux autres, entre l'effort utile et l'obsession inutile. Si tu ne reconnais pas cette limite, le prix sera toujours ta paix mentale. Demande-toi avec honnêteté, combien de fois es-tu resté coincé dans l'inertie d'essayer de convaincre, de corriger, d'ajuster ou de prédire ce que tu ne contrôles pas? C'est le point aveugle de la majorité. Une partie de toi croit que si tu lâches le contrôle, tout va s'effondrer, que le calme n'arrive que lorsque tout répond à tes calculs. Mais le calme réel vient de l'arrêt de la lutte contre l'impossible et de la concentration sur ce que tu peux vraiment modeler. Ton caractère, ta réponse, ta capacité à choisir face à ce qui se passe. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est retrouver la liberté intérieure. Mémorise cette phrase, car là se trouve la différence entre vivre tendu et vivre présent. La discipline la plus difficile est celle-ci, cesser d'hypothéquer ton énergie dans la tentative de manipuler l'incontrôlable et la rediriger vers ton propre processus. Tu ne peux pas changer le climat, le passé, l'opinion des autres ni le flux du temps. Mais tu peux décider comment tu réagis, à quoi tu t'accroches et ce que tu laisses aller. C'est la vraie liberté, celle qui ne dépend ni du hasard ni des circonstances, mais de ta capacité à choisir, ici et maintenant. Te concentrer uniquement sur ce que tu contrôles est un acte de respect de soi, une déclaration d'intelligence émotionnelle qui te permet de cesser de vivre en dette avec la réalité. Celui qui apprend à faire cette distinction ne s'épargne pas des problèmes, mais il s'épargne de la souffrance. Ne perds pas ta vie à essayer de déplacer des pièces qui n'ont jamais été sur ton plateau. Entraîne le muscle de l'acceptation et tu verras comment, peu à peu, la tension cède et la clarté intérieure devient ton véritable refuge. 7. Pas tout mérite une réponse immédiate. Tu es en train de consulter ton téléphone pendant que tu fais la queue pour payer et 3 messages urgents du travail, 2 réclamations familiales et une notification indiquant que quelqu'un attend ta réponse dans un groupe apparaissent sur l'écran. Tu ressens la pression de répondre instantanément, comme si le monde entier était suspendu à ta rapidité. Le pouls s'accélère, l'esprit se fragmente, et même en sachant que ta réponse ne changera rien en profondeur, tu te dépêches quand même. Car il y a une sorte de mandat invisible. Tout doit être traité comme une priorité maximale.
Ce réflexe n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'années d'entraînement du cerveau à réagir sans pause, transformant tout stimulus en une urgence. Mais si tu regardes de près, cette compulsion à répondre immédiatement ne te donne pas de contrôle. Elle te prive seulement de clarté. La réaction automatique devient une fuite constante d'énergie et pire encore, elle te vole la capacité de distinguer l'important de l'accessoire. L'esprit humain fonctionne selon un principe de base. Plus tu prêtes attention à des stimuli sans filtre, moins tu approfondis chacun d'eux. Le coût caché est énorme. Répondre à tout instantanément entraîne un muscle d'urgence qui te maintient coincé à la surface, incapable de faire une pause, de réfléchir ou de prioriser. L'urgent dévore l'important. Il ne s'agit pas seulement de messages, mais de la façon dont tu te rapportes à toute demande externe. Une opinion qui te dérange, un commentaire sur les réseaux, une demande inattendue. Le schéma est toujours le même. Stimulus, réaction, fatigue. La conséquence est prévisible, bien que peu de personnes la reconnaissent. Tu finis par vivre en mode réactif, hypothéquant ton attention et ton état intérieur à chaque interruption, comme si répondre rapidement était synonyme de responsabilité ou de valeur personnelle. Mais la réalité est autre. Celui qui répond à tout immédiatement finit par être esclave de son environnement et perd le pouvoir de décider où mettre son énergie. Ce mécanisme a des causes profondes. Socialement, on récompense celui qui ne laisse jamais un message sans réponse, celui qui est toujours disponible, celui qui ne se permet pas une seule minute de pause. On associe immédiateté à efficacité, réponse instantanée à engagement. Mais cette équation est toxique. L'esprit a besoin de temps pour traiter, digérer et filtrer ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. Si tu réponds à tout sans filtrer, tu te voles toi-même l'opportunité de penser, de discerner, de choisir l'impact réel de tes mots ou de tes silences. Le résultat est la fatigue cognitive. Ta capacité de concentration s'affaiblit, l'anxiété grandit et l'épuisement devient chronique. Tu ne t'en rends pas compte, mais avec chaque réponse automatique, tu cèdes un peu plus de ton propre gouvernement interne. Le stoïcisme le comprend bien. Pas tout mérite ta réaction, encore moins ta réaction immédiate. La discipline réside dans le fait de maintenir la pause, de laisser passer l'impulsion et ensuite de décider depuis le calme. Faire une pause n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre tout de suite, tu entraînes le muscle de la clarté, tu renforces ton autonomie et tu récupères le droit de filtrer ce qui mérite ton attention. La hâte est l'ennemi du jugement. Cette phrase devrait t'accompagner chaque fois que l'environnement exige de l'urgence. Seul celui qui maintient le silence peut donner une véritable réponse, pas une décharge impulsive. Le premier pas est de reconnaître le schéma. Chaque fois que tu ressens la pression de répondre, arrête-toi et demande-toi si cette urgence est réelle ou simplement héritée de l'extérieur. Le suivant est de décider. Est-ce que cela apporte quelque chose ou cela alimente-t-il simplement la chaîne de réactions vides? La plupart des conflits inutiles, des malentendus et des épuisements émotionnels naissent de réponses précipitées. Apprendre à retarder la réaction est une forme de respect de soi. Pas tout mérite une réponse immédiate. Le véritable pouvoir réside dans le choix du moment et de la manière dont nous répondons. Maintiens la pause, gagne en clarté. Tu n'es pas un reflet conditionné, tu es la somme de tes décisions, pas de tes impulsions. 8. Accepte la réalité, agis avec fermeté. Parfois, je me surprends à serrer la mâchoire pendant des heures, le cou tendu, les yeux fixés sur un écran qui reflète une vie que je ne contrôle pas toujours. Il y a une fatigue étrange dans les épaules, une pression qui ne disparaît pas même si je m'assois un moment pour respirer. Ce n'est pas seulement de l'épuisement physique, c'est cet épuisement qui résulte de la tentative constante de négocier avec la réalité, de chercher un angle d'où les choses feraient moins mal ou s'ajusteraient à ce que j'attendais. Le corps reçoit le message avant l'esprit, le poing fermé, la respiration courte, les gestes brefs et mesurés, comme si chaque mouvement devait être à la hauteur d'un combat qui ne finit jamais.
J'ai perdu des heures à discuter avec des faits accomplis, à revoir ce que je ne peux pas changer, espérant que le monde me donne un signe que je peux baisser ma garde. La vérité est celle-ci. La réalité ne négocie pas. Peu importe combien de fois tu réécris le scénario dans ta tête, il y a des choses qui sont simplement. Faire semblant qu'elles n'existent pas ne fait qu'aggraver le poids. Résister est une forme d'auto-tromperie qui se paie en fatigue et en frustration. Accepter la réalité n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus brutal d'honnêteté. Tu le vois dans des détails minimes. La notification qui ne contient pas les mots dont tu as besoin, la conversation qui se termine sans réponse, le résultat qui ne correspond pas à tes efforts. La tentation est de se battre, de chercher des coupables, d'imaginer des scénarios alternatifs. Mais le corps le sait avant toi, il se rétracte, se durcit, s'épuise. Accepter, c'est lâcher ce réflexe de se battre contre l'inévitable. C'est regarder le fait froid, le fait concret, et cesser d'investir de l'énergie à changer ce qui est déjà scellé. Les mains qui s'ouvrent au lieu de se fermer, les épaules qui se relâchent, même si la journée n'a pas changé. C'est là que commence à se libérer de l'énergie pour ce que tu peux vraiment transformer. Agir avec fermeté est l'opposé de rester paralysé face à ce qui ne peut pas être contrôlé. Il ne s'agit pas d'adopter une posture rigide, ni de se durcir pour toujours. C'est une question de concentration. Tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi, mais tu ne restes pas immobile face à ce que tu peux bouger. Le geste change. Ce n'est plus le froncement de sourcils de celui qui résiste, mais le regard clair de celui qui se permet de décider. Il y a des jours où la seule fermeté possible est de prendre une décision minimale. Répondre calmement, lâcher une attente, mettre une limite, même si la voix tremble. Le corps répond, le dos se redresse, le pas devient plus ferme, la respiration se fait plus profonde. Il n'est pas nécessaire de résoudre la vie en un seul mouvement. Il suffit de ne pas se distraire en s'épuisant dans l'impossible. L'acceptation n'est pas de la passivité, c'est le point de départ pour une action intelligente. Le stoïcisme enseigne que le véritable contrôle réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu es amené à vivre, pas dans la manipulation du plateau du monde. Tu peux voir quelqu'un qui n'accepte jamais rien. Il vit tendu, cela se voit dans ses gestes, dans ses longs silences, dans son incapacité à profiter du peu qui est sous son contrôle. En revanche, celui qui accepte et agit à partir de là gagne une solidité intérieure qui se perçoit même lorsque tout va mal à l'extérieur. La réalité ne demande pas la permission. C'est une phrase que tu dois garder à l'esprit lorsque l'esprit s'accroche à ce qu'il ne peut pas changer. Et une autre, la fermeté, c'est choisir où mettre ta force. Au final, accepter la réalité et agir avec fermeté ne te rend pas invulnérable. Mais cela te fait économiser l'épuisement de te battre contre des fantômes. L'énergie que tu cesses de perdre dans la résistance se transforme en clarté, en action concrète, en calme, qui ne dépend pas du résultat. Cesser de négocier avec ce qui ne bouge pas est le premier pas pour faire bouger ce qui compte vraiment. C'est la véritable liberté, regarder la réalité en face, sans filtre, et décider comment tu vas répondre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.